Alors, mesdames et messieurs, cette session va explorer les innovations de rupture, les technologies propres, la chimie biosourcée et circulaire et les nouvelles niches d'exportation à forte valeur ajoutée. Donc, il y a la dimension de ce qu'on appelle l'innovation qui ressort d'ailleurs dans cette table ronde. Et les questions qu'on va se poser relèvent de ce qu'on appelle l'innovation qui émerge, l'ensemble des innovations qui émergent aujourd'hui, et comment donc faciliter le transfert de la technologie vers l'industrie. Et je voudrais donc appeler à mes côtés donc les intervenants que je vais citer, s'il vous plaît. Alors, Madame Wissal Boudgheri, professeur, si vous voulez bien me rejoindre, s'il vous plaît. C'est Abdelrahman Zrarli. Monsieur Michael Prince qui va nous rejoindre, mais en mode distanciel. C'est Hicham Layoni, groupe OCP. Je vous ai vu tout à l'heure, merci d'être avec nous. Et bien entendu, c'est Youssef Fadil, vous êtes directeur général de l'industrie au ministère de l'Industrie et du Commerce. Merci d'être avec nous, cher ami. Je voudrais juste m'assurer au niveau de l'équipe technique que M. Prince est avec nous, connecté de l'Allemagne. S'il vous plaît, merci de vérifier. Oui. Merci d'être avec nous. Vous êtes connecté à partir de l'Allemagne, donc on va vous interpeller quand la question qui vous concerne vous sera parfait. Merci d'être avec nous. Première question à Madame la professeure, avant de rentrer dans le débat. Quelle innovation, parce que vous êtes sur un secteur qui est important, surtout dans le domaine institutionnel, professoral, universitaire, quelle innovation émerge aujourd'hui? Donc ça sera la question qui va nous permettre de lancer le débat sur cette question très importante. Les innovations qui émergent aujourd'hui dans nos centres de recherche, que ce soit au niveau national ou international. Donc là, généralement... Tu peux rapprocher juste le micro. Voilà, parfait, merci. Donc là, je ne vais pas récapituler généralement ce que vous avez de citer. Donc déjà, la production d'hydrogène vert, parce qu'aujourd'hui, on parle de process vert. Donc, production d'hydrogène vert, d'ammoniac et de produits biostimulants ou bioproduits, généralement. Donc, généralement, à l'IMSISP, ce qu'on fait comme un acteur principal au Maroc, c'est généralement toujours développer ces secteurs-là, mais avec des mindsets différents, effectivement, selon les normes. Mais ce qui est important, c'est qu'ils soient d'origine verte, ou avec un process vert. Aujourd'hui, on parle d'un process vert, mais on a oublié un secteur très important qui sont la production par microalgues. Donc aujourd'hui, on parle de microalgues comme produit initial. On parle de banques de souches microalgales. Donc, qui peuvent être source de différents produits cosmétiques dans la pharmacie, aussi dans l'agriculture. Aussi, on peut parler de biochar et application agriculture finale. Parfait. Merci beaucoup. Il y a une question, puis après, donc, on passe à M. Prince, qui revient souvent sur le décalage qu'il pourrait y avoir entre le domaine universitaire et l'entreprise en termes d'innovation. Avez-vous des réponses dans ce sens-là, c'est-à-dire des expériences concrètes de rapprochement entre ce que vous faites et les institutions, qu'elles soient chimiques ou autres? En fait, il faut juste collaborer, quoi. Il faut collaborer. Oui. C'est le terme magique. On fait appel vraiment à de différentes collaborations avec les différents secteurs. Donc, on parle de production d'hydrogène et d'ammoniac aussi. On a plusieurs applications déjà, des parcs déjà établis à Bengueli ou à différentes parties du Maroc. Après, on fait toujours des prestations pour développer, que ce soit au niveau de l'université ou chez les collaborateurs sur leur site. Parfait, merci beaucoup. Michael Prince, vous êtes avec nous, on ne va pas vous laisser attendre parce que vous êtes là, vous nous suivez depuis 10 heures. Pouvez-vous, s'il vous plaît, d'abord je vous remercie d'être là, on s'est prêté à un jeu de questions-réponses il y a 2 jours. Pouvez-vous nous décrire brièvement donc les objectifs de durabilité de BASF, de votre structure, et comment vous comptez atteindre ces objectifs? Oui, d'abord un grand merci pour être invité et un bonjour à tout le monde ici. À BASF, nous considérons la durabilité comme une partie intégrante de notre stratégie, ainsi de nos objectifs
de nos processus d'orientation sur les modèles et aussi sur les modèles d'affaires. Nous restons pleinement engagés envers les objectifs de protection du climat. Notre ambition vue au-delà de la transformation verte et de notre propre production, nos principaux secteurs clients font face à d'énormes défis pour atteindre leur objectif de transformation. Nous voulons donc être l'entreprise chimique privilégiée pour permettre la transformation verte de nos clients grâce à notre vaste portefeuille ainsi qu'à nos innovations en produits procédés. D'ici 2030, nous voulons réduire nos émissions de CO2 provenant de la production, donc le scope 1, et des achats d'énergie, donc scope 2, de 25% par rapport à 2018. D'ici 2030, nous voulons réduire les émissions spécifiques de CO2 provenant d'achat de nos matières premières, donc scope 3.1, de 15% par rapport à 2022. D'ici 2050, nous nous efforçons d'atteindre les émissions nettes zéro de gaz en effet de serre, donc scope 1, 2 et 3.1 à zéro. Nous suivons trois axes principaux pour arriver à ça. Donc, la première, si vous le voyez ici sur le chart, l'approvisionnement d'énergie renouvelable pour alimenter nos centrales. Là, BASF parcourt un chemin particulier parce que nous, on investit directement dans, disons, l'énergie renouvelable. Nous avons, il y a 2 ans, inauguré le plus grand parc éoliennes en Hollande qui produit, disons, une très grosse, disons, quantité d'électrique renouvelable. Sous-dessous, vous voyez le parc solaire qui est près de Schwarzheide en Allemagne, où, disons, le site que vous voyez derrière est complètement recouvert par cette, disons, source d'énergie. En plus, nous pilotons des nouvelles technologies. Ici, 2 exemples. Il y a, disons, l'électrolyseur qu'on a mis en marche, qui est de 54 mégawatts, qui produit plus ou moins 8000 tonnes d'hydrogène vert et qui, disons, réduit notre disons, émission de CO2 à peu près de 70 000 tonnes par an. En ci-dessous, disons, c'est un pilote, une pompe à chaleur de 50 mégawatts qui réduit en plus notre CO2 émission de 100 000 tonnes. Et troisièmement, et ça c'est disons, le fait le plus grave, parce que le scope 3.1, sous notre, disons, émission de CO2, compte plus ou moins de 70%, on utilise des matières premières alternatives, donc le recyclage. Et ça, ce sont en fait les 3 axes sur lesquels nous travaillons en divers projets pour réduire l'émission de gaz de serre. Merci. Merci beaucoup, Michael. Je ne voudrais pas vous retenir longtemps parce que je sais que vous avez des engagements par la suite. Avez-vous déjà une offre relevant de ce qu'on appelle le recyclage des plastiques? Parce que je vous ai entendu parler de ça. Vous avez aussi une expertise très forte au niveau mondial. Avez-vous une offre dans cette logique-là? Oui. Là, je vous demande de montrer le deuxième visuel. Je ne sais pas si je le vois. Voilà, parfait. Donc, on y est. Voilà. Ici, on part, disons, au début, on part de la chaîne de valeur basée sur les matières premières fossiles. On les transfère dans des produits chimiques. De ça, on part pour en faire des matériaux. Ces matériaux sont utilisés par les fabrications de produits. Le produit passe au consommateur, utilisé, et à la fin de sa vie, donc, est jeté et devient un déchet. La plus grande partie aujourd'hui est incinérée et récupérée comme énergie. Nous, on parcourt, bien sûr, on veut tenir la molécule de carbone dans le circuit. Et pour faire ça, bien sûr, la réutilisation, réparation est le chemin le plus simple, bien sûr. Mais au-delà de ça, il y a le recyclage mécanique. Sur le recyclage mécanique, vous voyez sur la droite du chart, on a créé une offre de ultra-mid, ultra-dur. Ce sont des produits qui sont utilisés surtout en automobile pour l'électricité, pour aussi le mécanique, dans le châssis, dans toutes sortes d'applications. Ici, on a commencé une offre avec des produits qui sont
ou bien pré-consommateurs, donc ce sont des restes de films et aussi des grappes en plastique. On a une offre de ultramite ultra-doux et aussi donc post-consommateur, là on se dirige vers des filets de pêche et aussi disons des qualités de PET, donc de polyéther terephthalate, qui ne puissent pas être utilisés dans le circuit de la bouteille. En plus, nous avons aussi des processus plus avancés comme le loopamide que vous voyez à droite. Ça, c'est une dépolymérisation de polyamide 6 provenant de déchets de fast fashion, donc de la mode, où nous avons commencé avec un site de 20 000 tonnes pour récupérer vraiment la polyamide qui est disons considérable quantité dans le textile. En plus, nous avons aussi des monomères à de matières premières renouvelables, comme l'acide sébacique. Nous avons une ultramide S. Et en plus, on a commencé il y a quelques années, disons vers 2018, avec la pyrolyse, ou bien des déchets d'emballage, donc en plastique. Donc, en ce qui concerne qualité, c'est le polystyrène, la polypropylène, polyéthylène, etc. Avec une pyrolyse, on arrive à récupérer de l'huile qui puisse être le substituant pour la nafta qu'on utilise normalement dans notre processus, donc dans le steam cracker. En plus, il y a aussi, en Europe, il y a plus ou moins 4 millions de tonnes de vieux pneus, donc des pneus hors service, qu'on puisse, par pyrolyse, transformer dans une huile qui peut aussi servir pour, disons, des produits chimiques de base. Et en dernier site, c'est les matières premières renouvelables à base de biométhane que nous prenons pour substituer aussi. Ces produits-là sont mis en œuvre par un processus de mass balance, c'est-à-dire que vous ne trouvez pas vraiment la molécule dans le produit final, mais disons, on fait un calcul qu'on utilise une certaine quantité à l'entrée du processus et on accumule une certaine quantité, un équivalent, si vous voulez, de ce produit, de cette matière première sur un produit final. Et ça nous permet de répondre en manière flexible à la demande de la clientèle. Merci beaucoup, Michael. Je rappelle que vous êtes directeur marketing engineering plastique BASF. Vous êtes en contact avec nous à partir de l'Allemagne. Merci d'être avec nous. Peut-être si on a le temps, on vous posera une autre question. C'est Abdelrahman Zragri, vous êtes des laboratoires Vian, vous avez d'autres activités. Je voudrais vous poser une question. Quelles sont les attentes des clients internationaux en matière de qualité et surtout de durabilité, parce que nous sommes dans un débat sur la durabilité et précisément l'innovation aussi dans cette table ronde. Merci d'être avec nous. À vous la parole. Je crois que vous avez un micro. Même pas. Si. Ah bah voilà. Oui, bonjour à tous. Les attentes des clients internationaux en termes de qualité et durabilité, d'abord la qualité produit. Qualité produit, ça consiste en la conformité à des standards de qualité locaux ou internationaux, ou internationaux qui concerne, comme l'avait précisé Sitaïbi et d'autres intervenants avant moi, la conformité de spécifications à ces standards comme l'ISO, comme le GMP, etc. Pour ne pas nous attarder sur la question, je crois que l'industrie chimique est assez performante en termes de conformité aux spécifications et aux standards et aux normes locales et internationales. Et pour preuve, les produits chimiques sont exportés dans le monde entier et donc ils passent les barrières de qualité avec aisance. D'ailleurs, il y a des secteurs industriels comme la cosmétique par exemple où
la conformité aux standards GMP et à une norme internationale que Imanor, entre autres, supervise et qui est les bonnes pratiques de fabrication, la norme ISO 22716, et les entreprises marocaines font de l'exhaustif parfois, au-delà de l'obligatoire. Ils se conforment à des mises à niveau et des standards qui ne sont pas obligatoires, mais qui participent au positionnement de leurs produits. Pour la durabilité, les clients internationaux, la durabilité est une préoccupation majeure aujourd'hui et elle est transversale. Elle concerne tous les secteurs et tous les secteurs, et même au sein des secteurs, les entités industrielles sont engagées à divers niveaux. Les clients exigent en termes de durabilité des pratiques durables, c'est-à-dire que veiller au maximum à la réduction des déchets et à la recyclabilité des produits avec une minimisation de l'impact sur l'environnement. C'est-à-dire qu'au-delà de la protection du consommateur et de la santé humaine par rapport au secteur dont je parle, la protection de l'environnement devient de plus en plus exigée. Transparence et traçabilité. Les clients veulent connaître l'origine des produits, de leurs matières premières, comment ils sont fabriqués, et on revient là à la partie traçabilité des standards de qualité, et quels impacts sociaux et environnementaux sur leur production, c'est-à-dire l'emploi des enfants, l'emploi des humains. Est-ce que le cadre de travail des employés, ça c'est l'aspect social, mais aussi, et dans la même importance, la protection de l'environnement. Les clients exigent en termes de durabilité également une expérience client vécue avec le produit, c'est-à-dire expérience client en tant qu'institution, une fluidité et une transparence dans les opérations commerciales, mais ils exigent également une responsabilité sociale. Donc, au-delà du client institutionnel, maintenant le consommateur également exige des standards et des spécifications dans le produit qui démontrent la préservation de l'environnement, et d'où, dans le secteur de la cosmétique notamment, les concepts bio, origine, agriculture biologique, etc. Et puis, on fait également attention à, notamment de produits fabriqués en Asie ou dans certaines régions, où l'emploi quand le produit est fabriqué en employant des enfants et en ne préservant pas l'environnement, il n'est pas très attractif pour certains types de consommateurs et de consommatrices. Merci beaucoup, c'est Abdelrahman, d'avoir permis de mettre en évidence cette systémicité, c'est-à-dire que quand on parle de durable, on n'est pas du tout que sur l'environnemental, donc nous sommes dans une notion qui est globale, qui intègre beaucoup de paramètres. Merci de les avoir permis, enrichis et surtout mis en exergue. Si Hicham Layouni, vous êtes du groupe OCP, selon vous, quelles sont les niches d'avenir pour le Maroc sur les marchés mondiaux, les matériaux avancés, les fertilisants verts? Donc il y a une panoplie de niches sur lesquelles donc, on peut se positionner. À votre avis, lesquelles? Merci. Merci, c'est Mounir. Bonjour à tous, salam alaikum, bonjour à tous. Alors, si on veut identifier les niches à fort potentiel pour l'industrie chimique et surtout dans le secteur d'activité phosphate, je mettrai l'accent sur deux axes principaux. Il y a en premier lieu la partie green fertilizer, ça veut dire des engrais à bas carbone, et la production d'ammoniac et d'hydrogène vert.
grâce à l'intégration de la chaîne phosphate engrais portée par l'OCP et aux investissements importants dans la production de l'hydrogène vert et de l'ammoniac vert, ce produit-là pourra être fait ou bien sorti au marché avec une empreinte carbone très basse et aidera à servir les marchés les plus exigeants. Il pourra non seulement servir les marchés les plus exigeants, mais il pourra aider notre pays à se positionner dans d'autres marchés avec un nouveau avantage compétitif qui est un produit premium. C'est Hicham, juste une petite question intermédiaire par rapport à ce que vous allez développer. Est-ce qu'il y a des marchés prioritaires aussi par rapport à ces niches? Est-ce qu'on est dans la logique Afrique? Ce matin, l'ASLECAF a été cité. Est-ce que c'est d'autres marchés? La logique du hub, le Maroc hub chimique, etc. Il y a les niches et est-ce qu'il y a des marchés aussi prioritaires par rapport à ce positionnement? Effectivement, Mounir, il y a des marchés prioritaires et surtout, il y a des marchés qui sont plus exigeants en matière de CBAM, de la taxe. Donc, il y a le marché européen, il y a le marché Amérique du Nord. Donc, c'est des marchés qui deviennent de plus en plus exigeants en matière de normes, en matière d'empreinte carbone. Donc, ils imposent des taxes qui augmentent les prix et qui rendent un petit peu la compétitivité par rapport aux autres pays un peu exigeante, difficile. Est-ce que ça peut être lu comme barrière non douanière aussi, ce qui a été dit dans le panel, enfin dans la première table ronde? Oui, ça pourra construire ou bien constituer une barrière, parce que cette taxe, il va commencer par des prix un petit peu, que je disais, comme je disais, supportables ou bien tolérables, mais il va continuer à augmenter dans le temps de façon à ce que cette taxe deviendra vraiment un impact négatif sur le coût du produit ou bien sur le prix de vente du produit. En plus de cet aspect-là de production des produits green, je voudrais citer aussi qu'il y a une niche de valorisation des coproduits. Valorisation des coproduits, donc nous avons des gisements importants dans la chimie ou bien dans notre chaîne de valeur, des coproduits ou bien des résidus qui peuvent être transformés en un autre produit qui pourra avoir une grande valeur et ça pourra toucher plusieurs secteurs. Si on prend l'exemple du phosphogip, ça pourra toucher le secteur des routes, le secteur de la construction. Si on prend comme exemple le carbone capturé, il pourra être transformé en d'autres produits de valeur comme le Sustainable Aviation Fuel, c'est un fuel pour les avions, ou bien des fuels green pour les navires. Donc c'est ce secteur-là, il est un secteur très potentiel et qui pourra faire une montée en gamme industrielle, bien sûr, pour un fort potentiel d'export. Alors là, je voudrais, citer deux facteurs importants sur lesquels on doit être attentif et qui pourraient être prioritaires pour encourager ou bien des investissements ou bien des explorations pour ces deux niches-là. Il y a un premier vecteur qui concernera l'accélération de l'infrastructure des énergies renouvelables à un coût très compétitif. Il y a aussi le démarrage des pilotes de valorisation des coproduits. Ça, c'est très important. Il faut commencer à démarrer des pilotes de valorisation qui vont démontrer qu'il y a des niches qu'on pourra par la suite optimiser, être au rendez-vous. Il y a un autre point qui est important, c'est la mise en place des incitations financières et réglementaires pour encourager les produits ou bien les entreprises qui veulent s'y mettre. Donc il y a un autre volet qui est aussi critique, c'est que la bataille financière, bien sûr, connaîtra le jour et surtout par rapport à ces projets verts. Et c'est pour cela qu'on doit veiller à avoir un modèle qui développera nos capacités à concevoir des projets bancables, verts, et comme ça, notre contrainte ou bien notre challenge de développement durable
ou bien d'économie circulaire ne sera plus un challenge, mais il sera converti en mode compétitif ou bien il sera converti en opportunité pour un modèle business très valable pour notre pays. Merci beaucoup de ces précisions. Du coup, vous avez abordé un sujet très important, c'est-à-dire le modèle à construire. Et je crois que c'est une facilitation pour moi de transition vers Youssef Fadil, qui est le directeur général de l'industrie du ministère de l'Industrie et du Commerce. Merci d'être avec nous, c'est Fadil. Alors, selon vous, quels sont les axes prioritaires de la stratégie industrielle marocaine pour accompagner la chimie, la parachimie? Certainement, vous avez une vision, vous étiez enrichi par tous les débats qui ont précédé. Je vous laisse la parole pour réagir par rapport à cela. Merci, Simonir. Donc, je tiens tout d'abord à remercier la FCP et son président pour l'invitation. Et comme vous le savez, donc, le Maroc, sous l'impulsion de la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, mène une transformation industrielle profonde et qui place la compétitivité, l'innovation et la durabilité au centre de ses priorités. Donc l'ambition est claire, c'est de faire de l'industrie un véritable moteur de création de valeur et d'emploi, tout en intégrant pleinement donc, les exigences environnementales et de durabilité dans les chaînes de production. Et je pense que le secteur de la chimie joue un rôle important dans cette dynamique. Donc c'est un secteur stratégique pour notre économie et pour notre industrie. C'est un secteur qui se modernise, qui innove et qui adopte progressivement donc, des technologies plus propres. Et là, on le constate à travers donc, les grands opérateurs de ces secteurs qui ont investi de manière importante et continuent à investir en vue de répondre aux enjeux de la durabilité et aux attentes et aux exigences des marchés internationaux. Et d'un autre côté, je dois rappeler que le secteur de la chimie est un secteur d'amont, puisqu'il fournit des matières premières et des intrants essentiels à de nombreuses filières industrielles. Et une chimie durable et compétitive permet donc d'augmenter l'intégration locale de ces industries et de capter plus de valeur ajoutée dans des secteurs comme l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, l'automobile, l'aéronautique ou l'industrie des matériaux. Donc la chimie durable ne peut que contribuer de manière importante donc, à la transformation durable de nos secteurs industriels et de nos chaînes de valeur industrielles. Donc, sachant que notre ambition, c'est de positionner le Maroc en tant que plateforme industrielle verte, compétitive et durable. Donc, c'est pour cela nous ouvrons avec nos partenaires, avec les différents intervenants concernés, à accompagner cette transformation durable de notre industrie dans le secteur donc de la chimie. Et là, nous déployons avec nos partenaires un certain nombre de leviers majeurs. Donc, je citerai quelques-uns. Donc, le premier, c'est encourager et soutenir l'investissement responsable, donc l'investissement dans les technologies propres, dans l'économie circulaire. Et là, il y a un signal fort qui a été envoyé aux investisseurs et aux industriels à travers la charte de l'investissement, dont le dispositif d'incitation prévoit une prime additionnelle aux projets intégrant un certain nombre d'aspects liés au développement durable, tels que la valorisation des déchets, l'intégration des énergies renouvelables et la circularité. Deuxième levier, c'est la décarbonation, ça a été cité tout à l'heure, qui est au cœur de la compétitivité. Et là, nous accompagnons les différents secteurs industriels dans la transition vers des énergies renouvelables, vers l'efficacité énergétique et vers l'intégration des procédés à faible empreinte carbone. Et là, je dois
rappeler que nous avons, lors des dernières années, nous avons lancé un travail avec un certain nombre de fédérations sectorielles pour l'élaboration de feuilles de route sectorielles. Hein. Donc nous avons travaillé avec le secteur du ciment, la sidérurgie et le secteur agroalimentaire pour justement élaborer ces feuilles de route sectorielles de décarbonation qui vont permettre de définir le cadre qui va orienter les entreprises de leur secteur respectif dans ce processus de décarbonation et surtout identifier les leviers technologiques et les leviers institutionnels qui vont permettre aux entreprises de ce secteur-là d'atteindre la neutralité carbone à échéance. Et là, j'invite également la Fédération de la chimie parachimie à lancer ce travail. On est disposé à l'accompagner dans l'élaboration d'une feuille de route décarbonation pour les entreprises de ces secteurs, surtout les PME. Un troisième levier, c'est un levier très important, c'est la promotion de la R&D d'innovation. Ouais, intéressant. Donc c'est un levier très important parce que là, il s'agit pour les secteurs de développer, de concevoir de nouveaux produits, de nouveaux procédés, de nouveaux matériaux conformes aux exigences de la durabilité. Et là, nous avons essayé de mettre en place un certain nombre de dispositifs, que ce soit en termes d'infrastructures technologiques de développement et de R&D ou des financements. Peut-être on aura l'occasion Tout à fait, parce qu'en fait, c'est inscrit... un dernier levier, juste une petite minute, parce que je vous laisserai terminer sur l'innovation, parce qu'en fait, elle constitue la composante majeure, d'ailleurs, de cette table ronde, et vous avez tout à fait raison de le citer. Donc, je vous laisse terminer. Donc, un dernier levier, c'est tout ce qui est sensibilisation et la promotion des normes, et surtout la promotion des bonnes pratiques. Et ça, c'est très important. Et là, je tiens à saluer encore une fois la fédération qui a adhéré à l'initiative mondiale Responsible Care. Donc, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut promouvoir davantage. Et là, je parle sous le contrôle de Monsieur le Président. Il y a juste une 40 d'entreprises du secteur qui ont déjà adhéré à cette initiative. Et je pense c'est un chiffre qui est encore assez limité, donc il y a tout un travail à faire de sensibilisation. Toute une dynamique de communication donc instaurée de manière exactement, et ce type d'adhésion ne peut est très essentiel pour la confiance des clients et des marchés, et surtout essentiel également pour l'attractivité du secteur. Si Youssef, une petite question avant de passer aux autres panélistes qui touche à ce qu'on appelle la problématique de l'innovation et de la sensibilité par rapport à cette problématique de durabilité. Est-ce que vous sentez, parce que vous êtes le directeur général de l'industrie au Maroc, qu'il y a des secteurs qui sont beaucoup plus réceptifs par rapport à cette problématique que d'autres ? Et auquel cas, qu'est-ce qu'il faudrait développer davantage? Est-ce que c'est la communication, la sensibilisation, les feuilles de route peut-être? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place rapidement pour les impliquer globalement? Tout à fait. Donc, à travers nos actions, nous essayons toujours de sensibiliser les différents secteurs, les entreprises surtout sur les aspects qui sont liés au futur de notre industrie. Donc, parmi ces aspects-là, il y a cette question de durabilité que nous essayons d'encourager à travers les différents instruments que nous mettons en place. Et là, puisque j'ai parlé d'innovation, il y a tout un instrument qui a été lancé il y a 3 ans et que nous venons de reconduire pour 3 ans supplémentaires, c'est le Fonds de soutien de l'innovation qui est à la disposition de différents secteurs industriels, notamment le secteur de la chimie, pour justement promouvoir cette innovation, encourager les entreprises à s'inscrire dans ce processus de durabilité. Donc il y a beaucoup d'opportunités à saisir et là l'innovation c'est un levier incontournable pour saisir ces opportunités. Merci beaucoup, M. Youssef. Je reviendrai vers vous avec d'autres questions. Maintenant, oui, Sahal, vous avez entendu parler de l'innovation, puisqu'on parle de processus, et Youssef l'a dit, on est dans une logique dynamique, on n'est pas du tout dans une innovation qui est figée. Comment, selon vous, on peut faciliter le transfert technologique, l'innovation au sein des industries, par exemple, chimiques?
classiquement. Juste le micro. Voilà. D'accord. Donc, généralement, classiquement parlant, on parle de publication généralement. Donc, les articles. Publication. Après, les brevets. D'accord, on est d'accord. Mais ce que je trouve vraiment essentiel aujourd'hui, c'est vraiment de collaborer. Parce qu'aujourd'hui, on fait de la recherche, on fait de l'innovation, mais c'est à l'échelle analytique, maximum échelle pilote. Par la suite, pour le transférer à l'industrie, on doit collaborer pour qu'on puisse quand même augmenter ou scale-up le process. Donc, principalement, ce serait des collaborations pour le transfert technologique qui sera efficace dans le temps et durable à la fois. Et on va dire avec des résultats qui sont pertinents et sûrs. Donc il faut cette dynamique, on va dire, entre l'entreprise et bien entendu Sûrement, le milieu. absolument. Absolument, d'accord. Parfait, merci beaucoup. Je reviendrai vers vous avec une dernière question. Michael, je ne sais pas si vous êtes là pour une dernière question vous concernant. Je ne sais pas si la connexion... Je suis là. Il n'y Ah, a pas de souci. bravo, magnifique. Magnifique, la technologie, d'ailleurs on parlait de technologie, alors selon vous, quelles sont les actions que vous faites sur les territoires, que ce soit ici ou ailleurs, en Afrique, parce qu'on a cité la ZLECAf, contre la pollution des paysages et des océans par les déchets plastiques, parce que c'est une thématique qui revient constamment, qui pose de vrais soucis au niveau environnemental. Oui, disons, c'est une très bonne question. Et je peux citer parce que c'est une multitude d'actions, bien sûr. Il n'y a pas de solution, comme on dit en anglais, la silver bullet pour, disons, protéger l'environnement. Et je veux juste citer quelques petites choses qui sont au cœur de notre action. C'est tout d'abord, BASF est membre de fondation de l'Alliance pour mettre fin aux déchets plastiques. À ce titre, juste pour un exemple, nous soutenons par exemple des initiatives comme l'ARO. C'est une organisation démocratique fondée sur l'adhésion des récupérateurs travaillant dans des zones résidentielles et sur les sites d'enfouissement, y trient, collectent et vendent des matériaux recyclables. Actuellement, l'ARO compte plus de 5500 membres récupérateurs dans et autour de la ville de Johannesburg. L'ARO représente et défend les intérêts des récupérateurs et veille à ce qu'ils puissent participer pleinement et en tant que membres de la société à l'économie du recyclage et de la protection de l'environnement. Une autre chose que nous avons dernièrement accédé, c'est l'opération Clean Sweep. C'est la prévention de la perte des granules plastiques dans l'environnement. L'objectif clé est de prévenir la perte de la résine. Et l'OCS vise à éliminer la perte de résine plastique dans les opérations qui contribuent de manière significante à la pollution environnementale et aux microplastiques dans les écosystèmes aquatiques. BASF a obtenu la certification OCS en 2025, démontrant son engagement à prévenir la perte des granules. On veut promouvoir les meilleures pratiques. L'initiative fournit des ressources, des manuels et des listes de vérification pour aider les entreprises, donc nos clients, et nous-mêmes à mettre en œuvre des mesures efficaces de confinement de granules et d'améliorer les pratiques opérationnelles. En plus, on discute avec des constructeurs automobiles sur l'Europe centrale, sur le recyclage de plastique provenant de sources africaines. Et dernièrement, je veux citer une autre chose, c'est la société Pyrum. Pyrum, disons, est un partenaire de longue date de BASF et elle produit de l'huile de pyrolyse à partir de pneus récupérés dans ses propres usines. Cette huile de pyrolyse a la qualité pour remplacer le naphte comme matière première dans les usines chimiques. Pyrum licencie la technologie de pyrolyse afin qu'une méthode établie et éprouvée puisse être utilisée. Et Pyrum est actuellement en expansion. En plus d'une autre usine avec des partenaires en Grèce, elle prévoit une autre usine en République tchèque sous forme de co-entreprise. Donc la pyrolyse pour servir l'industrie chimique au Maroc serait certainement un ajout judicieux aux efforts déjà établis de recyclage de pneus de ferraille. Et ça, c'est juste pour montrer que bien sûr, disons, le développement durable est
ce sont la somme de temps et beaucoup d'actions définies, peut-être de small scale, mais c'est un mouvement dont BASF est convaincu qu'on doit accéder. Merci beaucoup, Michael. Merci sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, parce qu'il a opéré une connexion à partir de l'Allemagne. Vous nous avez suivis depuis 10 heures, comme je l'ai dit. Merci d'être avec nous. Question à Sam Brahmel, quels sont les obstacles? On va parler un petit peu de sincérité au niveau des entreprises. Au fait, les obstacles qu'on rencontre, les entreprises, les industriels marocains, dans cette mise en place, et Youssef l'a dit, ce processus, parce qu'on est dans quelque chose qui est continu. Là, je dirais qu'il n'y a pas d'obstacle. Il y a plutôt une lenteur ou un ralentissement à adhérer au processus. De la part des entreprises ou des institutionnels concernés? Je parle des entreprises. Des entreprises, parfait. C'est la preuve. Nous avons écouté les participants qui ont parlé de beaucoup d'expériences d'entreprises déjà engagées dans le processus vert et dans les énergies renouvelables à différents niveaux. Et donc, moi, je dirais que c'est soit une réticence à l'engagement, soit qu'aujourd'hui, ça n'est pas une priorité, mais ça va le devenir. Sitazi, tout à l'heure, a parlé de mindset. Est-ce qu'on est dans cette configuration de culture d'entreprise et de priorisation des investissements? En termes d'information, tout le monde est informé de l'importance, vu que les médias, dans les événements tels que celui-ci, on parle de l'importance, on parle de la fermeture éventuelle des marchés européens à certains produits s'ils ne sont pas conformes aux standards REACH ou aux standards ou qu'ils ne soient pas fabriqués avec de l'énergie verte. Maintenant, nous, au Maroc, nous avons l'opportunité que le processus démarre et c'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a pas d'obstacle. Ceux qui veulent le faire, ils le font. À différents niveaux, il y a des entreprises qui sont très engagées dans le processus vert et qui ont adhéré à la mutation et à la consommation d'énergie verte dans la production des produits. Les entreprises qui ne l'ont pas encore fait, certaines entament des démarches. Donc, les aspects sont... Je me suis un peu attardé sur cette volonté qui s'inscrit dans le mindset ou dans la culture la aussi, les process. Ça n'est pas une culture qui est fermée, mais c'est une culture qui n'inscrit pas encore aujourd'hui la mutation dans les priorités. Et c'est pour ça que, alors que même les départements R&D peuvent être engagés puisqu'elles travaillent le futur de l'entreprise ou de l'organisation, elles peuvent inscrire cet aspect dans leur programme en tant que R&D pour les phases à venir à court et à moyen terme. Et il est vrai qu'il y a un aspect investissement. Pourquoi je dis qu'il n'y a pas de contrainte? Il y a l'aspect investissement et on a vu à travers les présentations qu'il y a un accompagnement aussi bien de l'État que des banques pour prendre en charge une partie des investissements. Il y a peut-être le manque de compétences, mais ça n'a pas été un frein pour les entreprises qui s'y sont engagées. Et puis, je crois qu'il y a des programmes de formation. Nous avons les compétences en engineering pour installer la mutation, pour accompagner la mutation. Pour l'industrie l'industrie agricole, l'agro-industrie, il est vrai que parfois elle est confrontée aux problèmes de changement climatique qui peuvent, et à la gestion de l'eau, qui peuvent ralentir cet aspect, mais c'est le futur. S'inscrire dans les processus stratégiques, et c'est un processus stratégique,
parfois, quand ça n'est pas de bon gré, c'est l'obligation qui arrive. Aujourd'hui, elle n'est pas à 100%, mais quand l'obligation viendra d'une conformité à des standards de processus vert, je crois qu'à ce moment-là, tout le monde va adhérer, mais nous avons vu que le Maroc est déjà inscrit dans le processus grâce à des industriels qui sont des locomotives et des visionnaires qui le font plus vite. Merci beaucoup de cette précision. Effectivement, donc, quand la règle va s'appliquer, forcément, donc, il y aurait accompagnement des entreprises, mais c'est une marche forcée. Alors, autant carrément donc, l'anticiper. Du coup, la question, elle se pose de manière notoire au niveau de Hicham. On parle de R&D, donc c'est incontournable, le monde change, les exigences, on est au niveau de la centralité du marché, du consommateur, du client, etc. Alors comment renforcer le pont, établir ces ponts entre la R&D et les entreprises? Je crois que vous avez un cas d'école, quelque chose de concret qui est l'UM6P et l'OCP. Comment vous travaillez dans cette logique de développement, d'innovation, de R&D, etc. Merci Simonir. Alors, merci pour la question pertinente. C'est une question très intéressante qui suscite une curiosité de réponse. Ah bah alors rendez-vous curieux si oui. Alors pour rapprocher efficacement la R&D et l'industriel, je pense qu'il serait judicieux d'orienter la R&D vers une approche preuve par l'industrie. Ça veut dire tiré par l'industrie. Et à l'instar de ce qu'on fait aujourd'hui pour le cas d'école comme vous avez cité, c'est Monir, UM6P et OCP, il faut penser construire des modèles de co-développement et de cofinancement entre la R&D, l'industriel et éventuellement d'autres parties prenantes, si on a. Et cela permettra de créer une forte synergie pour gagner rapidement sur les gaps entre les passages académiques, je dirais laboratoire, pilote, semi-industriel, industriel et mise à l'échelle. Alors ça d'un côté. D'un autre côté, on pourra dire qu'il y a un modèle optimal qui pourra se passer ou bien qui pourra être étudié. C'est que essayer de travailler l'innovation dans une co-construction de PME, grands industriels, R&D et d'autres institutions qui sont concernées. Alors, il y a une autre dimension qui paraît très importante aussi pour répondre à votre question, Simonir, il y a le volet digital et AI. Absolument, tout à fait, exact. L'augmentation de la chimie par le AI... Et l'intelligence artificielle aussi. Donc oui, c'est ça, AI, c'est ça. Donc l'augmentation de la chimie par ça et par un partage structuré de l'expérience via, bien sûr, des plateformes de partage de données, via des plateformes de partage d'expériences réussies, d'expériences échouées aussi. Parce que aussi l'expérience échouée, c'est un apprentissage. Ça pourra servir pour ne pas répéter la même erreur, comme il pourra servir aussi pour rebondir sur l'expérience, pour ajuster, fine-tuner, pour trouver une autre solution qui s'adapte aux besoins ou bien qui répond avec une bonne solution. Cela aussi, il permettra de rendre de la R&D un outil prédictif. Pas seulement un outil académique, mais c'est un outil prédictif pour l'optimisation industrielle et pour rendre de l'innovation ou bien de la recherche un outil qui servira à faire de l'industrialisation compatible à l'export et compétitive. Il y a un autre point que je voudrais aussi partager concernant ça, c'est passer au mode pour l'industriel. Ça veut dire,
Bon, avant, dans l'innovation, on commence par le brainstorming, on commence très exhaustif, très large, dans la liste des initiatives et tout. Ça prend beaucoup de temps pour le filtrage, pour beaucoup de passages, beaucoup de phases. Maintenant, il y a une orientation, chose qui se passe aujourd'hui entre OCP et UM6P, c'est qu'on crée le mode pool industriel. C'est l'industriel qui est intégré dedans et qui commence à définir clairement quels sont les besoins d'innovation. On est dans une logique de cahier des charges, en fait, donc on rationalise la démarche. Bien sûr, donc cahier des charges et même identification des meilleures niches et des niches cibles. Des niches qui vont, ou bien une identification au début qui est efficace et qui nous permettra de se focaliser, les efforts et d'être très rapide et de gérer le mode innovation en fast track. Parce que le temps, c'est un critère très important parce qu'on peut commencer les mêmes initiatives avec d'autres. Les Chinois, ils vont y arriver dans 6 mois et nous, on va passer 3 ans, donc ce n'est plus la peine de... On n'est plus dans l'innovation, en fait. On est dans la contre-innovation. Voilà, donc dans ce cas-là, le mode pool, il aidera beaucoup à faire avancer avec la R&D dans un sens d'accélération de gains de phase et de solutions concrètes rapides. Merci beaucoup, Hicham, pour la pertinence de votre réponse. Et du coup aussi, Oussef Fadil, comment renforcer l'export des produits chimiques marocains à forte valeur ajoutée? On a été nourri richement par Hicham qui nous a alerté sur la R&D. Comment donc l'incorporer dans le processus industriel? À vous la parole. Attention au micro, je crois que... Je voudrais juste rappeler à la régie qu'on n'a pas d'écran retour, s'il vous plaît. C'est pour ça que si Hicham se torturait le cou tout à l'heure, donc si vous pouvez nous relancer, s'il vous plaît, les écrans retour. Merci. Donc, merci Simone pour cette question. Donc, je pense pour gagner en compétitivité internationale, il est indispensable pour le secteur de la chimie d'accélérer sa montée en gamme. Et cette montée en gamme exige plusieurs leviers à actionner par l'entreprise. On en a déjà parlé, donc l'innovation, la décarbonation et surtout le capital humain. Et ça, c'est très important. Parce que la transition vers une chimie durable exige des profils adéquats, donc capables d'assimiler ces enjeux liés à la durabilité. Donc, deuxièmement, donc, les entreprises du secteur doivent se positionner sur des produits durables et à forte valeur ajoutée. Et ils doivent adopter une démarche de diversification et de différenciation. Et là, toujours, on retrouve les mêmes leviers qui sont valables pour tout cela. Et je pense qu'il y a, surtout sur le marché à l'export, il y a plusieurs segments, je vais citer 3, qui constituent aujourd'hui des opportunités importantes pour le secteur. Donc il y a tout ce qui est, pas uniquement sur le marché à l'export, mais également sur le marché national. Donc il y a la chimie fine pour les industries agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques. Ça, on a des 3 secteurs qui connaissent un développement remarquable, que ce soit ici au Maroc qu'ailleurs. Donc il y a tout ce qui est la chimie de spécialité, destinée à des secteurs qui s'inscrivent dans des chaînes de valeur mondiale, donc l'automobile, l'aéronautique, etc. Et là, on parle des polymères et des résines techniques durables. 3e segment, c'est tout ce qui est engrais à un trend de nouvelle génération pour accompagner l'évolution d'une agriculture durable. Et ça, je pense que c'est des opportunités sur lesquelles il faut travailler. Il faut actionner tous les leviers possibles pour saisir ces opportunités, que ce soit au niveau du marché local ou à l'export. Ça, d'un côté. Un deuxième point qui est très important, ça fait l'objet du débat lors du premier panel, et c'est la conformité aux normes et aux standards internationaux. Et ça, c'est important. Donc, cet événement l'a dit, on a déjà un retard, donc il y a un effort déjà qui a été fait avec les professionnels pour mettre en place des normes, etc. Mais bon, on n'est pas encore là au niveau souhaité. Il y a tout un effort à faire pour aider nos entreprises à se conformer
donc aux standards internationaux. Et on le sait tous, donc les marchés internationaux imposent aujourd'hui de manière progressive, de manière stricte, donc des barrières non tarifaires, donc des standards environnementaux qui sont très stricts. On doit se préparer à ça. Merci beaucoup. Vous avez ajouté un élément très important, dispositif de réflexion sur l'innovation, qui est le capital humain. Et effectivement, si le capital humain n'est pas disposé ou prédisposé à accompagner ce processus d'amélioration, donc je pense qu'on aura des freins. Il y a le modèle qui a été cité par C. Hicham, UM6P, OCP. Est-ce que, monsieur le directeur général, il n'y a pas possibilité aussi de réfléchir à répliquer ce modèle dans la feuille de route, ou voir les feuilles de route que vous établissez, qu'il y ait par exemple un institut de la chimie et de la parachimie qui puisse être corrélé à des entreprises pour réfléchir, comme l'a dit C. Hicham, c'est-à-dire de tirer par l'entreprise les projets de l'institut. Ben oui, bien sûr, c'est une question aussi. Oui, tout à fait. Donc, là, bon, FCP elle a déjà une expérience avec l'école de la chimie, la première école d'ingénieurs de la chimie au niveau de l'université de Knetra. Je salue cette initiative et ce type de partenariat qu'il faut... Donc elle est réplicable, en fait. Il est applicable, mais c'est ce type de partenariat qu'il faut encourager, pas uniquement avec l'école de la chimie, mais avec les instituts de formation professionnelle, en ce qui concerne les techniciens, etc. Donc il faut renforcer ce partenariat dans le domaine de la formation, de manière à préparer donc les talents et les compétences du futur capables d'accompagner cette transition vers une industrie durable et inclusive. Je ne sais pas, est-ce que j'aurais une autre question Non, c'est moi qui pose les questions. Non, parce que je veux Bon, pour répondre à C. Hicham. Compléter, parce que C. Hicham, il a parlé en matière d'innovation d'un élément qui est très important. Avec le maillage entre l'industrie, la recherche et la formation. Et non, on le matérialise à travers un concept que nous avons déjà développé, c'est les clusters. Là, j'invite le secteur de la chimie à s'inscrire dans cette démarche, parce que ce type de structure formelle qui permettent d'assurer le pont entre la recherche et l'industrie et promouvoir cette innovation, cette R&D collaborative, donc autour de niches et de thématiques d'intérêt commun, donc pour l'ensemble des entreprises du secteur et surtout des niches d'avenir dont on a parlé tout à l'heure. Je voudrais juste vous conforter dans vos propos, parce que je lisais aussi ce qui se dit au niveau des réseaux sociaux qui suivent cette conférence, c'est que les pays de l'OCDE, donc leur PIB à 41% émane de l'innovation et du capital humain. Donc je vous remercie d'avoir ajouté cet élément dans le dispositif. C'est Abdelrahman, comment renforcer la R&D au sein des PME, davantage accélérer le processus d'intégrer la R&D dans leur ADN pour qu'elles puissent se préparer donc aux défis multiples sur le plan mondial? Nous opérons dans le domaine de la chimie, et la chimie est un département scientifique par excellence et dynamique dans la science. Et nous ne retrouvons pas la science que dans l'ingénierie de la production, mais elle est très présente dans la réflexion de la formulation, dès l'amont. Donc, le champ d'innovation est très large. Il y a un aspect, j'allais dire court, mais proche de l'innovation, c'est la formulation. Et puis, l'innovation dans la formulation innovante. Et on peut également, puisqu'on est dans des produits de la consommation, on peut innover dans les concepts. Donc, le champ de la recherche et de la réflexion est très large. Pour renforcer la recherche et développement dans les entreprises, je parle pour la chimie et je resterai encore à la cosmétique, mais qui est extrapolable sur des industries de formulation. D'abord, et comme pour l'adhésion au processus vert, ça démarre d'une volonté du chef de l'entreprise. Il faut inscrire une culture d'innovation
et de recherche et développement dans l'entreprise et parmi les équipes. Donc, il faut que ça fasse partie du système de valeurs du dirigeant de mettre en place, encourager, favoriser. Après la volonté, ça se traduit par la mise en place d'une structure et des moyens de la R&D dont une partie, il n'y aura pas besoin de faire de gros investissements puisque pratiquement chaque entreprise de formulation a un laboratoire de formulation et de développement. Donc, s'il y a besoin d'investissements complémentaires par un projet, mais on met en place une structure et une équipe de R&D. Ça peut être une personne à partir d'une personne et plus, et mettre en place des objectifs de cette structure et de ses moyens avec un suivi des projets innovants. Il y a également la possibilité où l'opportunité comme facteur booster, et comme on parle de PME, elle peut étendre son besoin de compétences en puisant dans les universités ou dans les écoles d'ingénieurs, et là on parle de partenariat avec les établissements universitaires. Et là, on retrouve des liens win-win qui ont été repris, qui ont été évoqués dans différentes interventions de différents experts. Il faut investir dans la formation des équipes de la R&D. Et la formation n'est pas uniquement de s'inscrire dans des écoles ou dans la formation continue. Il y a la formation à travers les salons, les événements internationaux dédiés à la recherche, dédiés à l'innovation. Dans la cosmétique, par exemple, il y a un salon particulier qui ne cible pas les produits, mais les actifs, et qui est très ciblé sur très porté sur l'innovation, qui s'appelle InCosmétique. Et là, on présente les dernières nouveautés d'actifs, de matières premières, d'excipients, etc. Et ces environnements sont très formateurs pour les jeunes et les moins jeunes personnes de la recherche et développement. Accéder au financement public, je crois que l'État a mis en place des fonds et la Fédération de la chimie également a informé tous ses membres de la disponibilité d'un fonds qui subventionne, accompagne l'innovation dans son sens le plus large, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas très exigeants dans les aspects d'innovation, et ça va de la simple innovation à l'accompagnement pour les brevets nationaux et internationaux. Et puis, il y a la possibilité aussi de collaborer avec son environnement, c'est-à-dire d'autres, au-delà des universités, d'autres entreprises, d'autres institutions ou cabinets de R&D nationaux ou internationaux pour la réalisation des objectifs. Merci beaucoup, M. Abdelrahman. Vous avez élargi en effet le spectre de la formation et de l'information au-delà des institutions classiques et traditionnelles. Effectivement, il faut s'inscrire dans cette dynamique d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre qui est actuellement nécessaire et obligatoire pour les entreprises afin qu'elles puissent accompagner les exigences d'innovation au niveau international. Si Hicham, on va voyager avec vous un petit peu, quelles sont les tendances ou les procédés émergents qui pourraient transformer les chaînes de valeur chimiques marocaines d'ici, je ne sais pas, 2030 ou au-delà? Merci de la réponse. Ça sera la dernière parce qu'au fait, on s'approche de la clôture de la deuxième table ronde. Vous voyez qu'on est très pointueux et très pertinent dans la gestion du temps aussi. À vous la parole. D'accord. Je dois être rapide dans ce cas-là. Vous avez compris, c'est implicite, mais c'est parfait, c'est parfait. Alors, par rapport à ce point-là de technologie de rupture, je citerai principalement 4 familles. 4 familles qui peuvent faire l'objet d'une
conversion de l'ambition à l'opérationnel. Alors, je commence tout d'abord par tout ce qui est valorisation de carbone. Alors, toutes les technologies de valorisation de carbone, c'est un fort potentiel. Ça, c'est important parce que nous, on a ce qu'on disait tout à l'heure, on a la contrainte de captage de carbone, de réduction de carbone. On aura beaucoup de quantité de carbone à capter, on pourra trouver des solutions. Il y a des solutions qui peuvent être adaptées pour ça. Et on aura des quantités de carbone à valoriser. Il y a une partie qui pourra être consommée dans la consommation nationale, dans pas mal de secteurs nationaux, mais il y aura une partie qui doit être valorisée. Parce que pour compléter la chaîne de valeur, il faut valoriser ce carbone. Et il y a beaucoup de potentiel dans ce sens-là. Il y a beaucoup d'utilisation dans ce sens-là. Donc c'est pour cela, j'ai cité tout à l'heure qu'il faut développer dès maintenant quelques pilotes de développement des technologies, c'est-à-dire ou bien d'exploration des technologies pour être au rendez-vous au moment où on veut scaler la technologie. Alors ça d'un côté. D'un autre côté, et comme nous le savons tous, ou bien la majorité parmi nous savent très bien qu'on est sur le développement de l'hydrogène vert et de l'ammoniac vert, ça c'est un vecteur très important. Et la pertinence vient tout simplement du mix éolien, solaire dont on dispose. C'est un grand avantage compétitif dont dispose notre pays. Sauf qu'il faut travailler sur le prix pour que ça soit compétitif parce qu'il y aura de grandes quantités à consommer. Ça impacte énormément le coût et la rentabilité du projet. Il y a un troisième point qui est très important aussi, c'est la conversion des procédés de séchage ou bien de production de chaleur d'une utilisation des énergies fossiles comme le fioul en énergie électrique principalement. Ça, c'est des technologies qui n'existent pas beaucoup et c'est des technologies qui feront l'objet d'une technologie disruptive. Et on pourra trouver par exemple des générateurs d'air chaud à une capacité de 11-10 mégas, mais pour augmenter à 20-40 qui vont répondre à des industries de grande échelle. Ils ne sont pas très, très nombreux, mais c'est des technologies à développer et à optimiser. Il y a un quatrième point, et je vais être un peu répétitif dans ce point-là, et c'est un point clé dans tous ces développements-là. C'est qu'il faut investiguer et il faut investir beaucoup dans le développement des technologies de production d'énergie verte, de fiabilisation, d'efficacité et de stockage. Et ça, c'est un point clé qui permettra la réussite des autres technologies qu'on vient de citer. Merci beaucoup, c'est Hicham, très enrichissant. Du coup, la question, c'est Youssef, quels outils publics d'appui à ces secteurs, à ces zones industrielles vertes? Est-ce que c'est le financement? Est-ce que c'est la formation? Est-ce que c'est d'autres dispositifs que vous apportez à ce secteur? Merci Simonier. Donc je pense que les dispositifs d'appui existent. Ils couvrent pratiquement tous les leviers nécessaires pour le développement d'une industrie durable et inclusive. On parle de la formation, donc il y a des dispositifs déjà qui existent, d'innovation. Si vous permettez, je peux en dire un mot en détail, mais je pense qu'on n'a pas assez de temps pour détailler ça, etc. Donc que ce soit les dispositifs pour le développement des normes, accompagner les entreprises en matière de certification, donc les dispositifs sont là. Mais peut-être le problème, c'est que parfois, ils sont peu utilisés par les entreprises. Peut-être un problème de communication, peut-être, entre autres, ou peut-être qu'ils ont besoin d'une petite adaptation pour adapter les besoins. Un calibrage, en fait. Un calibrage. Mais je pense qu'il n'y a pas un dispositif qui est figé, tous les dispositifs sont évolutifs. Donc à ce niveau-là, on est disposé à travailler avec les différentes fédérations, notamment fédération de la chimie parachimie, pour premièrement faire connaître ces dispositifs auprès des entreprises et éventuellement les adapter en cas de besoin. D'accord ? Donc à ce niveau-là, il est clair. Donc il y a un point, et je termine là-dessus, vous avez cité les zones industrielles vertes.
Effectivement, on parle de la transformation durable des entreprises, mais on oublie souvent donc la transformation durable. L'environnement aussi, en fait. Les L'environnement zones qui les d'entreprise. contiennent, absolument. tout à Et fait. des zones qui abritent ces entreprises. D'accord? Donc, parce que c'est important. Et là, comme vous le savez, donc le Maroc dispose d'un réseau donc de zones industrielles, de zones d'accélération industrielle, avec tout un programme de développement de nouvelles zones et de réhabilitation de zones existantes. Et l'orientation verte et durable de ces zones-là sera effectivement renforcée, parce que c'est important. Renforcée à travers l'alimentation de ces zones en énergie renouvelable, doter ces zones par une infrastructure qui permette de gérer un certain nombre de... par exemple, gérer l'eau, les déchets, à travers, par exemple, donc des steppes, à travers des unités mutualisées pour le traitement et la valorisation des déchets, etc. Et un autre point important, c'est un dispositif de gouvernance au sein de ces zones-là, tout en intégrant des objectifs en termes de performance environnementale, donc certification, indicateurs de suivi, etc. D'accord? Donc il y a toute une stratégie pour cela. Il y a déjà des opérations pilotes qui sont déjà lancées. Et j'espère que ça va aboutir à des résultats encourageants qui vont nous permettre d'élargir ça donc, à l'ensemble des zones industrielles du Royaume. Merci beaucoup, Siousse. Vous avez ajouté à notre réflexion le capital humain et encore, vous avez renforcé par la gouvernance. Effectivement, sans gouvernance, nous ne pouvons pas parvenir à tenir tous les objectifs d'innovation et de durabilité. Wissal, j'ai commencé par vous. Je voudrais terminer avec vous cette deuxième table ronde sur les mécanismes d'accélération de l'innovation dans le secteur, rapidement. Toujours le micro, si vous pouvez vous le rapprocher. Voilà, parfait, merci. Donc, mécanisme d'accélération d'innovation, c'est bien ça. Donc, tout d'abord, pour moi, on doit définir quels sont les secteurs émergents qu'on doit développer. Le besoin marocain pour le développement scientifique ou l'innovation. Donc, les différents mécanismes, déjà, comme je disais, je vais être toujours répétitif par rapport à ça, c'est collaborer. Mais c'est comment collaborer tout d'abord. Donc aujourd'hui, Possible à l'UMCSP, on a une grande plateforme qui est disponible déjà pour les externes, pour les différentes industries, comme on a le staff aussi pour collaborer et partager notre savoir et nos technologies avec l'industrie marocaine dans les différents secteurs. Comme vous savez, on a différents départements qui focalisent sur les différents aspects qu'on a parlé aujourd'hui, donc différents aspects scientifiques pour le développement de chimie et parachimie. Généralement, ça, on peut carrément aller vers l'investissement. C'est investir dans ces différents secteurs avec l'université pour bien sûr toujours développer des produits qui soient classiques, pertinents ou qui soient innovants carrément pour conquérir ou pour être en comparaison à l'échelle internationale. Merci beaucoup, Wissal. Je vais me retourner vers la salle. Donc, on a encore, d'après les organisateurs, 5 à 10 minutes, peut-être, je crois qu'il y a des mains qui se lèvent. Je voudrais juste, pour les personnes qui veulent poser des questions, s'il vous plaît, de se présenter et surtout de poser la question, mais pas forcément de rentrer dans une autre conférence, parce qu'on n'a pas assez le temps pour le faire. Donc, allez-y, Brahba. Salam alaikum, Diga Abdouafi, directeur général de la Fédération de la chimie. Donc ma question est adressée à Sefadel. D'abord, merci de votre présence et de vos brillantes interventions. Alors, je sais que vous supervisez en fait le programme d'aide à l'innovation industrielle et recherche pour les entreprises, qui est doté d'un fonds très important de 300 millions de dirhams. Je sais que pour 2025, c'est-à-dire pour s'inscrire, c'était terminé le 21 novembre. Si vous pouvez nous faire un petit bilan de cette année 2025, quels sont les projets, particulièrement pour le secteur de la chimie, et quand ça va démarrer en fait l'opération pour l'année 2026.
Voilà, merci. Merci, Diga, pour cette question très, très pertinente et d'ailleurs précise. Donc voilà, je pense qu'on aura une question précise, une réponse précise. Je voudrais prendre une deuxième question où, voilà, il y a une dame, comme ça, donc on répondra à la totalité des questions. Si vous voulez bien vous présenter, madame, et poser votre question. Bonjour tout le monde, je m'appelle Zineb Adili. Je suis étudiante à l'École nationale supérieure de chimie à Kenitra, en 4e année, c'est-à-dire 2e année cycle d'ingénieur, spécialisée en technologie de l'eau et énergie. Alors, la question qui se pose, et en tant que futur ingénieur chimiste, et au nom de tous mes collègues qui sont présents là... Donc vous êtes leur porte-parole, si je comprends bien. Allez-y. Alors, quelles compétences seront plus recherchées dans l'industrie chimique, notamment pour les futurs ingénieurs? Merci. Merci pour la question. Est-ce que vous avez un Lulu pour répondre à votre question ou c'est une question qui reste générale pour Général. Ouais. Oh, non. Si le président voudra bien sûr venir nous rejoindre pour répondre aussi aux questions, je prendrai une troisième ici, s'il vous plaît. Allez, 4 et on clôt, parce qu'en fait on a... Allez-y. Bonjour, je m'appelle Selim Khrouch, je suis responsable de communication au sein de Rassia Fraud Chamber of Commerce et en même temps responsable technique de Global Functional Foods and Services. Ma consultation est dédiée au profil ministériel et aux responsables techniques de l'OCP. C'est que nous cherchons comment y appliquer le profil de recyclage des déchets du phosphate. Et est-ce qu'il y a une étude déjà évoquée en termes de recyclage du phosphate? Est-ce que c'est pour augmenter le taux d'extraction ou bien, c'est-à-dire quelle est la matière chimique visée lors de l'exécution de cette mission? Merci beaucoup. Une dernière question par là. J'ai promis que je ne dépasserai pas le temps. Il me reste 1 minute. Alors, il faut que la question soit précise. Pardon. Allez-y. Bonjour. Bouslem Srer, le directeur adjoint de l'École nationale supérieure de chimie de Kenitra. Moi, je vais parler un petit peu sur... ma question, c'est sur cette collaboration ou coopération industrie, structure de formation ou de recherche. Si on prend l'exemple de l'école de chimie, ça peut être un exemple à dupliquer en matière de collaboration, en matière de formation d'ingénieurs. Pour la recherche-développement, on peut prendre l'exemple de l'UM6P. Moi, ma question, comment peut-on recopier ces deux exemples et le mettre dans un seul modèle et avoir une collaboration qui couvre à la fois la formation et la recherche et développement entre industrie et structure de formation? Merci pour la question. La dernière, madame, allez-y. Allez-y. Micro juste devant vous, voilà. D'accord, je suis également une étudiante en cycle ingénieur à l'École nationale supérieure de chimie. Ma question, c'est pour Monsieur Hicham Layouni. Vous avez parlé de pilotes de valorisation. Ma question, c'est quels leviers financiers et technologiques sont nécessaires pour transformer les projets de pilotes de valorisation en solutions industrielles réelles dans le contexte marocain de transition verte? Merci. Parfait, merci beaucoup. Je crois que c'est Hicham, vous avez l'intégralité, on va dire, des questions, donc allez-y. Beaucoup de succès, oui. Vous avez un micro pour répondre. Alors, je commence par la première question qu'a posée notre collègue en ce qui concerne... Bon, si j'ai bien saisi votre question, c'était par rapport aux déchets des phosphates, c'est ça? Déjà, l'expression, je pense qu'on peut la reformuler. Parce qu'on n'a pas de déchets de phosphate, franchement. On l'utilise en entier. Et je viens de parler de la valorisation des coproduits. Maintenant, on a intérêt à récupérer au maximum les coproduits de phosphate. Parce qu'on en trouve des gisements de valeur. Si vous voulez parler de, je sais pas, des effluents peut-être, nous, on suit des normes, pas seulement les normes nationales, mais c'est les normes internationales. C'est des normes de l'IFC. On fait des mesures, on fait des actions d'accompagnement et des actions de correction s'il le faut pour rester toujours conforme aux normes internationales. Parce que
l'OCP fait face à ces normes, non seulement parce que c'est volontaire, mais il en a besoin pour des cas de financement de grands projets et tout. L'IFC ne sont pas tolérants dans ce sens-là. Donc, on est obligé de rester conforme au-delà des normes nationales. Alors, je passe à la deuxième question, je pense. Ben oui. Mademoiselle, je pense que votre question, c'était c'est quoi le modèle de transfert d'un pilote à l'industriel, c'est ça? C'est ça, exactement, je confirme. J'ai pas bien. Est-ce que. Ma question, c'est plutôt pour les leviers financiers et technologiques qui sont nécessaires pour transformer les projets pilotes de valorisation en solutions industrielles, surtout dans le contexte marocain. Alors, pour les leviers financiers, peut-être c'est une question que je pourrais laisser à nos banquiers. Mais c'est pas ça le critère le plus important pour passer d'un pilote à l'industriel. Les critères déjà prioritaires, ce sont des critères déjà de réussite du pilote. Parce que le pilote, c'est une phase dans la réalisation d'un projet exploratoire. Alors, pour passer du pilote à l'industriel, je dirais au semi-industriel déjà, il faut vérifier certaines performances qui sont bien atteintes et il faut avoir un système de gouvernance avec des KPI très pertinents permettant le pass-gate entre le pilote et le semi-industriel. Sinon, ça ne pourra pas passer déjà techniquement. Et quand on arrive à confirmer cette checklist que tout est vert, dans ce cas-là, on pourra passer à une phase de financement ultérieure. Ça pourra être une continuité avec l'organisme de financement qui a financé déjà le pilote, qui a financé l'étude et le laboratoire, parce que dans le financement, on n'a pas une phase. Dans le financement, un financement de tout le projet, mais ça doit être par phasage et par validation des phases. Je parle sous votre contrôle, c'est... donc c'est ça. Donc je pense que j'ai répondu à votre question. Donc, merci. Le critère le plus important, c'est la partie technique et la validation des critères techniques de la phase. Et le pass-gate doit être réussi. Une fois réussi, ça doit être présenté avec tout un dossier complet aux organismes de financement pour passer à la phase suivante. Merci beaucoup, Si Hicham. Il y avait une question, on ne va pas la laisser suspendue, sur les secteurs prioritaires en termes de recrutement dans le secteur. Je ne sais pas si vous pouvez apporter un éclairage ou peut-être vos collègues. C'est Abdelrahman. Il fonctionne, hein, voilà. Oui. Bon, pour quelle spécialité de la chimie est porteuse pour le futur ou qui sera plus recherchée? Bon, d'abord, toutes les filières de la chimie sont intéressantes, sont demandées. L'industrie chimique, elle est très dynamique aujourd'hui. Et il y a des secteurs qui sont passés de la vitesse 10 à la vitesse 200, notamment la cosmétique, la formulation cosmétique, formulation en pharmacie également. Mais vous avez parlé de la chimie de l'eau. La chimie de l'eau, c'est aujourd'hui et c'est demain. C'est un grand défi que j'allais dire marocain, mais il est mondial. Je crois qu'il y a des postes à pourvoir à l'international parce que nous avons fait un voyage en Afrique et ils ont des défis encore beaucoup plus importants que nous. Nous avons un stress hydrique et nous sommes dans une grande phase de désalinisation de l'eau de mer. En Afrique, il y a des pays qui ont beaucoup d'eau, mais qui doivent la transformer en eau potable. Donc, je crois que je mettrai peut-être cet aspect de l'industrie de l'eau et la purification de l'eau, la désalinisation de l'eau parmi les premières filières qui dont les lauréats seront puisés, mais je crois qu'il y a un bon avenir pour tous les chimistes du Maroc. Merci beaucoup. Je crois que c'est Hicham. Vous êtes habitué au micro, là, mais bon. J'ai oublié l'OCP, mais c'est lui qui va répondre. Non, pas seulement l'OCP, mais par expérience, nous, si on est
presque tous des ingénieurs, ou bien une grande majorité, c'est des ingénieurs. Et je comprends votre souci de question. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui a fait, je dirais, que la question soit posée? Et quand vous avez parlé au nom des collègues, ça veut dire que vous avez déjà préparé cette question avant. Ah ben, ils se sont entendus hier, je suis sûr. Ils ont fait un brainstorming sur la question. Ça, c'est... Ma réponse est très simple. Toutes les compétences sont demandées. Mais à condition, il faut être compétent. Si on est compétent dans n'importe quel domaine, les portes sont ouvertes. Et si on est compétent, la compétence, écoutez, la formation vous permettra d'ouvrir la première porte. Une fois la première porte est ouverte, vous allez vous adapter à n'importe quel besoin qui pourra ne rien avoir avec ce que vous avez fait comme formation au début. Essayez d'être compétent, essayez d'être bosseur, essayez de développer la disponibilité et l'engagement. Ça vous aidera énormément à percer dans la vie professionnelle sans aucun souci. C'est Hicham, je crois que c'est Abdelrahman encore a envie de parler, donc malheureusement, allez-y, c'est Abdelrahman. Moi, j'aime beaucoup m'adresser. Là, il fonctionne, c'est Abdelrahman. Moi, j'aime beaucoup m'adresser aux étudiants quand j'ai l'opportunité, surtout que là, c'est une plateforme bien fournie. Donc, vous serez tous des ingénieurs chimistes, Inch'Allah, en différentes spécialités ou peut-être un bloc de spécialistes de l'eau, mais il y a toujours des critères qui font la différence et d'où le développement personnel. Donc, travaillez votre culture, travaillez, intéressez-vous, rajoutez une formation de management après votre formation d'ingénieur. Et tout ça, ça peut vous ouvrir la deuxième et la troisième porte. Et je termine avec ça. Abou Al-Ala Al-Ma'arri, on l'appelait philosophe shu'ara wa sha'ir al-falasifa. Quand il était avec les philosophes, il les dépassait par la poésie. Et quand il était avec les poètes, il les dépassait par la philosophie. Donc, cultivez des valeurs ajoutées dans votre formation et vous aurez des avenirs, Inch'Allah, très florissants. Merci, c'est Abdelrahman de nous avoir permis de connaître cette facette de vous. Vous êtes aussi poète et philosophe. Merci de la prochaine fois, on l'ajoutera à votre étiquette. Écoutez, je tiens à remercier Wissal, Michael, qui nous suit toujours à partir de l'Allemagne. Il y a une question Je voulais juste dire une chose, si on dépasse le temps, ça ne sera pas ma responsabilité. Ouais. C'est celle de Sir Abdelrahman et de Hicham. Allez-y. C'est pas grave. Ça, c'est entendu. Allez, Sidiel. C'est pas grave, même si on n'a pas le temps. On a déjeuné, Moi, personnellement, j'ai un autre panel cet après-midi dans un autre lieu. Mais quand même, je tiens à remercier ces Diga pour cette question parce que je voulais en parler, mais bon, ce n'est jamais trop tard. Donc, en ce qui concerne le programme d'appui à l'innovation industrielle financé à travers le Fonds de soutien d'innovation, au moins pour les entreprises ici présentes qui n'ont pas eu l'occasion de découvrir ce programme. Donc, je donnerai un bref aperçu sur le programme ici composante. Donc, c'est un programme qui a pour objectif d'accompagner les entreprises industrielles tout au long de leur processus d'innovation de R&D. Donc, le programme s'articule autour de 3 offres complémentaires. La première offre, elle est destinée à la valorisation des brevets. Une entreprise qui a déjà développé un brevet ou qui souhaite acquérir un brevet ou qui souhaite valoriser un brevet qui tombe dans le domaine public, que ce soit un brevet qui porte sur un produit, un procédé. Donc, elle a la possibilité de bénéficier de ce programme. Donc, on peut financer toutes les études nécessaires pour cette valorisation, des études techniques, de faisabilité, des études de marché, des études de l'état de l'art liées à ce brevet, etc. Donc là, on prend en charge 80% du coût de ces différentes études avec un plafond d'1 million de dirhams. Deuxième offre, ça concerne la phase développement, donc de la formulation de l'idée jusqu'au prototype, que ce soit pour un produit ou un procédé. Donc là, on prend en charge tous les frais, tous les coûts liés à la phase développement, test, essai, réalisation des prototypes, etc.
D'accord? Donc là, on prend en charge 60% du coût du projet avec un plafond de 4 millions de dirhams. Troisième offre complémentaire, on a un prototype qui est validé, mais on a un petit peu de doute sur le projet industriel. Donc avant de lancer l'investissement industriel, on peut passer par une phase qu'on appelle la pré-industrialisation, une phase pilote, pour tester et le produit et les procédés de fabrication. Et ça, c'est valable pour un certain nombre de secteurs industriels, de domaines technologiques, là où il y a un risque qui est très important. Donc là, on prend en charge 30% du coût du projet, de cette phase pilote, avec un plafond de 5 millions de dirhams. Et là, donc, on peut contribuer au financement de la ligne pilote, également à tout ce qui est expertise, tout ce qui est, on peut lancer dans cette phase tout ce qui est certification, préparer des certifications nécessaires, etc. Donc on peut prendre en charge une partie du coût de l'expertise liée à cette certification. Donc si on a le droit de le faire, de clôturer. Mais le message pour le secteur, c'est ce qu'on a, Parfait. puisque le programme, il a été lancé depuis 2023. Donc, il y avait 3 éditions. La dernière édition, l'édition 2025, a été clôturée le 21 novembre. Heureusement, nous avons pu, lors de la Journée nationale d'industrie, de signer un avenant pour proroger le programme, pour le reconduire pour 3 ans supplémentaires, avec une dotation de 900 millions de dirhams sur les 3 ans. Donc, c'est toujours 300 millions de dirhams par an. Mais malheureusement, pour un certain nombre de secteurs, il n'y a pas un engouement important. Donc, je parle du secteur de la chimie, qui est un secteur d'innovation par excellence, mais malheureusement, il y a peu d'entreprises qui ont pu déposer leur dossier lors des dernières décennies. J'espère, pour les prochaines éditions, et avec l'appui de la fédération, on pourra mobiliser des entreprises pour justement répondre à ces enjeux dont on a parlé ce matin, les enjeux de durabilité et d'innovation. Je peux t'assurer, cher ami, que tu vas rentrer bien chauffé pour le deuxième panel de tout à l'heure, et je voudrais sincèrement vous remercier nominativement, chacun à son niveau, que ce soit Wissal, que ce soit Michael qui nous suit depuis ce matin, que ce soit Serb Drahman qui nous a enrichi aussi par ses interventions. Si Hicham aussi, vous nous avez ouvert les yeux sur des capacités importantes qui ont aussi contribué à l'enrichissement de ce panel. Si Youssef aussi, merci d'être avec nous. Je voudrais vous remercier vivement. Je voudrais aussi remercier le président de la fédération pour son implication. Et moi, j'ai envie de dire que j'envie la fédération de l'avoir en tant que président. Je ne sais pas si j'ai loupé quelque chose. Donc, je n'ai pas terminé. Et je voudrais remercier la salle pour son implication, d'être avec nous depuis ce matin.